Lorsqu'on rencontre Neji Hyuga pour la première fois, c'est un fataliste. En philosophie, le fatalisme fait référence à une attitude de résignation qu'on a vis-à-vis des événements futurs qu'on considère comme inévitables. En d'autres mots, un ou une fataliste considère que nous n'avons pas le pouvoir de faire autre chose que ce que nous faisons. Nous n'avons donc aucun libre arbitre. Le fatalisme peut être justifié de plein de manières. Loi de la nature, existence de Dieu, destin immuable, etc. Neji justifie le sien en faisant appel à son enfance et à son clan. Le clan Hyuga est divisé en deux branches. La branche principale, la Soke, et la branche secondaire, la Bunke. Et les membres de la branche principale jouissent d'un contrôle absolu sur les membres de la branche secondaire. En activant le sceau de l'oiseau en cage, dont sont marqués tous les membres de la Bunke, les membres de la Soke peuvent torturer et tuer les membres de la Bunke. Et Hisashi Hyuga, le père de Neji, en a fait les frais. En se résignant tôt à l'idée que son talent serait à jamais gâché dans la branche secondaire, et en croyant pendant des années que son père a été forcé à se sacrifier pour protéger la Soke, Neji en a déduit que la trajectoire d'une vie est déterminée dès la naissance et ne peut être modifiée sous aucune circonstance. Un génie reste un génie, un raté reste un raté, et rien ni personne, pas même la meilleure volonté du monde et le travail le plus acharné, ne pourra rien y changer. Neji est le premier personnage à nous présenter explicitement ce que je considère comme étant le thème philosophique central de Naruto, la liberté. Il est le premier ninja de Konoha à s'opposer frontalement à la vision du monde de Naruto. Leur combat lors de l'examen des Chunin est le combat de deux idées philosophiques, le destin et la liberté. L'issue de ce combat plante l'idée que Kishimoto défend à mon sens à travers toute cette œuvre. Nous sommes en capacité de changer le cours des choses, nous avons un libre arbitre, nous sommes libres. Parce que le propre de cette saga, c'est de renverser les destins. Le cancre gaffeur devient le héros national, les prodiges deviennent des meurtriers et des renégats, le gamin incapable de faire du ninjutsu devient un ninja accompli, le meurtrier de sang-froid devient un protecteur dévoué, le garçon timide et maladroit devient un manipulateur ambitieux, les enfants innocents montent une organisation criminelle, les démons deviennent des alliés, le fataliste riant au nez des rêveurs se sacrifie pour que survive une cause plus grande que lui, et même les prophéties se trouvent déraillées par ce garçon qui refuse d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ceci ne veut pas dire que nous sommes libres de faire absolument tout ce que nous voulons et que rien d'autre que notre pur bon vouloir influence nos choix. Pour moi, Naruto défend une thèse compatibiliste. Le compatibilisme, en philosophie, c'est une théorie selon laquelle notre monde est déterminé. C'est-à-dire que toutes nos actions sont prises dans une gigantesque chaîne de cause à effet, régie par les lois physiques et biologiques de notre monde. Mais, malgré ce déterminisme, malgré le fait que toutes nos actions soient prises dans cette immense toile de cause à effet tissée depuis la nuit des temps, un ou une compatibiliste dira que nous avons tout de même un libre arbitre. Il y a 1001 saveurs de compatibilisme avec des degrés de libre arbitre divers. Mon but ici, c'est pas forcément d'être technique sur cette notion qui est extrêmement riche et complexe, mais c'est plutôt de suggérer que Naruto défend une thèse compatibiliste, quels qu'en soient les détails. La raison qui me pousse à penser cela, c'est qu'à la fin de la saga, on découvre bien que le monde des ninjas est pris dans une immense chaîne de cause à effet qui remonte aux origines du monde. On découvre que les Senju et les Uchiha n'avaient pas d'autre choix que de se vouer une haine générationnelle. À travers la longue chaîne de réincarnation du conflit entre les fils de l'Amite Rikudo, on découvre que Naruto et Sasuke n'avaient d'autre choix que de se retrouver, de se lier d'amitié, de devenir comme des frères, puis de se déchirer. Mais cette chaîne de cause à effet n'est pas aussi immuable que Neji ou l'Amite Rikudo veut nous le faire croire. Naruto devient la preuve qu'un maillon de la chaîne peut décider d'agir différemment. En prenant conscience de la nature du monde, en prenant conscience de cette chaîne de cause à effet, Naruto est capable de se positionner différemment au sein de cette chaîne. Il altère le cours des choses en prenant une décision consciente, celle d'interrompre le cycle de la haine. Au lieu de donner de la haine en retour de la haine, Naruto donne de l'attention, de l'empathie, de l'amitié, de l'amour. À travers ce geste simple, il exerce son libre arbitre au sein d'un monde sur lequel il n'a presque aucune emprise. Le mot-clé ici étant presque. Neji Hyuga tient une place très particulière dans Naruto. Il est l'incarnation de la découverte et de l'acceptation de sa propre liberté et illustre comment l'utiliser. Certaines personnes trouvent que la mort de Neji était une paresse d'écriture, mais perso, je la trouve touchante. Elle clôt l'évolution du personnage de la manière la plus radicale possible. Quand on le rencontre, il vit par dépit, il en veut au monde entier. Il pensait que son père était le jouet de force qui le dépassait. En donnant sa vie pour protéger Naruto, il fait l'usage ultime de sa liberté en choisissant comment mourir, comme son père avant lui. Il se sacrifie pour protéger Hinata et Naruto, pour protéger son clan qu'il trouvait asservissant, et pour protéger la personne qui lui a appris que c'était en son pouvoir de mener sa vie différemment. Peu de personnages portent les valeurs de la saga si haut et si fort que Neji Hyuga, le fataliste découvrant sa liberté.